Donc, bonjour à tous, bienvenue au webinaire mensuel du réseau Reboisement Ligniculture Québec, le 2RLQ. Je me présente, je suis Patrick Benoît et je travaille en tant que conseiller scientifique à la TELUC et je suis responsable de l'organisation des webinaires et du transfert de connaissances au sein du réseau avec mon collègue Raed El-Farjani qui en est le coordonnateur. Donc, pour votre information, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré, sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube et donc il sera disponible aux personnes qui n'auront pas pu se joindre à nous ce matin. Aujourd'hui, nous abordons des thématiques qui sont en lien avec les stratégies adoptées pour mettre en place des forêts résilientes au changement climatique. Et ce webinaire sera animé par Martin Perron, qui est chercheur en génétique forestière à la direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et trois chercheurs vont venir nous présenter leurs travaux. Il s'agit de Jean-Philippe Laverdière, étudiant de la maîtrise à la chaire de recherche du Canada en génomique forestière à l'Université Laval, qui nous parlera d'intégration de la réponse à la sécheresse dans les programmes d'amélioration génétique de l'épidémie blanche en lien avec le changement climatique. La deuxième personne sera Anne Bernard, étudiante au doctorat à l'Université Laval, qui va nous parler de la gestion intégrée des ressources et du territoire forestier au Québec. Et enfin, de Ross Russen, étudiante au doctorat au Centre de foresterie de Laurentides, qui nous parlera de l'avancée des connaissances sur les capacités adaptatives des essences forestières au changement climatique, en prenant comme modèle le peuplier faux-tremble. Je voudrais vous rappeler rapidement la forme que ça va prendre. Donc, après chaque présentation d'environ 12 à 15 minutes, vous serez invité à poser vos questions par écrit aux intervenants avec la question-réponse, avec la fonction question-réponse, pardon, qui se trouve en bas de l'écran, et c'est Martin qui va animer cet échange. Alors, avant de laisser la parole à Martin, je vais inviter Nelson Tifo, co-directeur scientifique du 2RLQ, à nous dire quelques mots sur les missions et activités du réseau. Donc, Nelson, tu as la parole. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Nelson. Je suis chercheur au Centre canadien sur la fibre de bois de Ressources naturelles Canada et co-directeur scientifique du 2RLQ avec mon collègue et ami Nicolas Bélanger, qui est professeur à l'Université TELUC. Donc, bienvenue à ce webinaire mensuel du 2RLQ. Le 2RLQ est un réseau d'innovation qui est financé par le Fonds Recherche du Québec Nature et Technologie, ainsi que par de nombreux partenaires qui contribuent en nature ou en argent à ces activités. Ces partenaires sont issus du monde gouvernemental, donc le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, aussi des municipalités, ainsi que des partenaires privés ou sans but lucratif des mondes de la foresterie, des mines et de l'environnement qui contribuent tous à leur façon aux activités du réseau. L'objectif principal du 2RLQ est de favoriser le réseautage entre les gens qui produisent la connaissance et les utilisateurs afin de stimuler l'innovation dans le domaine du reboisement sous toutes ses formes. Les activités du réseau se déclinent selon 7 grands axes, dont la croissance et le rendement des forêts, la restauration écologique, les plantations de résilience, la valorisation des matières résiduelles fertilisantes, la phytorémédiation et les produits biosourcés, l'amélioration génétique, ainsi que la transformation des bois. Si vous voulez en savoir plus sur le réseau, il est très facile de nous trouver sur Internet, sur notre site Web. Donc, je vous encourage à profiter au maximum des présentations qui vont avoir lieu, d'interagir avec les participantes et participants en posant des questions et surtout de ne pas hésiter de prendre contact avec l'une ou l'autre d'entre nous pour poursuivre le dialogue. Donc, merci et bon webinaire. Merci. Martin, tu as la parole. Bonjour à tous. Merci. Bienvenue à ce webinaire du créneau Amélioration génétique et adaptation du 2RLQ. Moi, je suis chercheur à la direction de la recherche forestière au ministère des Forêts, Faune et Parcs. Je suis également membre de la chaire de recherche en génomique forestière de l'Université Laval. Le créneau de l'amélioration génétique et d'adaptation poursuit des travaux amorcés par les généticiens forestiers dans les années 50. À l'Université Laval, au Service canadien des forêts, au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les activités de recherche complémentaires et en collaboration sont plus importantes depuis les années 1970. Encore aujourd'hui, et notamment en raison des changements climatiques,
l'acquisition des connaissances et la recommandation de parents vise à assurer l'adaptation et la résilience des arbres en devenir afin d'avoir des plantations saines et productives. C'est pourquoi il y a davantage de travaux sur ces caractères génétiques directement liés à des stress, comme les stress hydriques, les attaques des ravageurs. Les chercheurs du Créneau mènent un grand nombre de projets et 6 sont directement reliés aux 2 RLQ. Et nous verrons 3 exemples issus des projets aujourd'hui. Nous débuterons par une présentation de Jean-Philippe Laverdière, qui est ingénieur forestier, qui terminera bientôt sa maîtrise en génétique forestière. Son projet s'inscrit dans le cadre du projet SPRUCE-UP. Ce projet vise à produire de nouvelles connaissances en génomique et en socio-économique pour accélérer les programmes d'amélioration génétique des épinettes. Il est dirigé par Jean Bousquet et co-dirigé par Patrick Lenz. À toi, Jean-Philippe. Merci, Martin. Je vais partager mon écran. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-Philippe Laverdière. Merci pour la présentation, Martin. Je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ça, une partie de mon projet de maîtrise là, qui porte sur l'intégration de la réponse à la sécheresse dans l'amélioration génétique de l'épinette blanche au Québec. Donc, les conditions climatiques actuellement dans les forêts tempérées boréales sont en changement radicaux. On peut penser à l'augmentation de la température moyenne, aux précipitations qui vont être moins régulières et des événements de précipitations plus intenses, couplés à ça des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses. Donc, les extrêmes climatiques qu'on observe là, pour cet endroit-là sont particulièrement dus à l'affaiblissement du courant G qui crée de l'oscillation et de l'instabilité dans le vortex polaire, créant ainsi des disparités là, au niveau climatique pour cet endroit-là. Donc, l'impact des sécheresses sur la croissance radiale et apicale des arbres est largement documenté. On sait également que ça rend les arbres plus susceptibles face aux ravageurs et aux maladies en les affaiblissant. Finalement, les sécheresses peuvent même créer là, de la mortalité, notamment dans les jeunes plantations. Même si notre projet s'est concentré sur l'effet des épisodes de sécheresse sur la croissance des arbres, les extrêmes climatiques qu'on observe ne sont pas nécessairement concentrés là, aux vagues de chaleur. On peut penser aux températures extrêmement froides, aux périodes de dégel, aux gelées au printemps et tôt en automne qui seront toutes plus fréquentes. Donc, l'épinette blanche est une des espèces qui va être affectée négativement par les épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses. C'est une espèce importante pour l'industrie forestière canadienne pour la production de pâte, papier et de bois d'œuvre à cause de ses propriétés mécaniques supérieures. C'est la deuxième espèce la plus reboisée au Québec, avec environ 30 millions de plants annuellement. C'est ça, 30 millions de plants. Ces plants-là sont produits par le programme d'amélioration génétique de l'épinette blanche au Québec. Puis à travers le pays, ces programmes-là ont historiquement priorisé les caractères de croissance et de survie, puis ensuite intégré tranquillement les propriétés du bois et la résistance face aux ravageurs. Ce n'est que très récemment là, que la réponse au stress climatique, comme la sécheresse, devient une des priorités là, à cause des changements climatiques. Par contre, pour pouvoir intégrer ces caractères-là dans le programme d'amélioration génétique de l'épinette blanche, on a besoin d'analyser la génétique au niveau de ces caractères-là. Donc, l'amélioration génétique des arbres se base sur la variabilité au niveau des caractères d'intérêt. Donc, pour l'exemple d'une première génération d'amélioration, les améliorateurs vont sélectionner une proportion des individus qui sont les plus performants pour relancer une seconde génération. Puis, cette génération-là, en fonction de la variabilité au niveau des caractères et du niveau de transmissibilité héréditaire, vont présenter des individus qui seront en moyenne plus performants. Puis, la différence entre les performances là, représente le gain génétique, la finalité en amélioration génétique. Donc, le cycle d'amélioration génétique comprend les étapes d'évaluation du matériel qui est présentement en place, la sélection des individus les plus performants pour les critères et les caractères d'intérêt, puis finalement des croisements entre ces individus-là pour régénérer une nouvelle génération. Donc, ces programmes d'amélioration génétique-là, notamment au Québec, là, produisent les semis pour le reboisement pour l'ensemble de la province. Donc, pour analyser l'effet des sécheresses sur la croissance radiale des arbres, il y a plusieurs auteurs là, dans la littérature qui ont utilisé des analyses rétrospectives de cernes annuelles de bois.
Donc, comme vous pouvez voir, pour le disque de bois à gauche et les courbes de croissance moyenne de plusieurs populations d'épinettes blanches en bas à droite, la largeur des cernes annuelles varie grandement d'une année à l'autre et ça reflète des conditions de croissance qui sont optimales ou sous-optimales et qui reflètent là, justement par rapport au climat. Puis les auteurs l'article que je vous présente là, ont utilisé justement une analyse de cernes annuelles pour détecter trois creux de croissance qui sont associés à des indices d'humidité du sol qui sont plus bas qu'à la normale, qui reflètent donc des stress hydriques au niveau de la croissance. Puis ces auteurs-là ont trouvé un gradient de différenciation de la réponse à la sécheresse en fonction des populations d'épinettes blanches au Québec, donc les populations de l'Ouest qui seraient mieux adaptées à ce type de stress que ceux de l'Est. Donc, pour notre étude, on a utilisé exactement cette méthodologie-là pour trouver des stress hydriques dans notre dispositif, puis analyser en profondeur là, la génétique au niveau des caractères de réponse à la sécheresse. Donc, pour notre étude, on s'est basé sur un test de croisement d'épinettes blanches de 19 ans qui est répliqué sur 3 sites au Québec, du nord au sud, Normandin, Valcartier et Watford. Il y avait environ 280 arbres par site. L'inspection des données climatiques qui ont un effet sur la croissance radiale nous ont permis de détecter 2 stress hydriques au niveau de ces 3 sites-là. Donc, un en 2010 pour le site Normandin et un en 2012 pour le site de Watford. Puis, malheureusement, on n'a pas pu trouver de stress hydrique au niveau du site Valcartier. Puis, il y a également eu, après le stress hydrique de 2012 à Watford, une éclaircie de cette plantation-là. Donc, comme vous pouvez voir, pour les courbes de croissance, en haut, pour les croissances radiales pour les 2 sites, puis en bas, la croissance sans effet de l'âge, les creux de croissance qu'on observe en 2010 à Normandin et en 2012 à Watford étaient synchronisés avec des indices de sécheresse qui étaient maximaux au niveau de la période étudiée là, pour ces 2 sites-là. Donc, on a analysé 4 caractères de réponse à la sécheresse pour notre étude selon les auteurs que je vous présente, puis sont également schématisés à droite pour 2 individus qui auraient des réponses à la sécheresse différentes. Donc, premièrement, la résistance correspond à la perte de croissance qui est associée à un stress hydrique. Le recouvrement correspond à la reprise de croissance à la suite du stress hydrique. La résilience correspond à la capacité des arbres de présenter après la sécheresse des performances qui seraient comparables à celles qu'on observe avant la sécheresse. Finalement, la résilience relative et la résilience, mais pondérée en fonction de la perte de croissance. À ces 4 caractères-là, on a également ajouté 4 caractères qui sont plus conventionnels en amélioration génétique des arbres et qui font référence plus à la croissance et aux propriétés du bois. C'est les caractères de diamètre à hauteur de poitrine, d'hauteur de l'arbre, de densité du bois et de vélocité acoustique, qui est un bon indicateur pour la rigidité du bois. Puisque notre dispositif comprenait des croisements qui étaient répliqués, on a pu estimer plusieurs paramètres génétiques qui sont essentiels en amélioration des arbres, donc l'héritabilité, les corrélations entre les caractères et les gains génétiques. Donc, l'héritabilité, c'est une mesure du degré de contrôle génétique et de transmissibilité héréditaire aux descendants et c'est directement relié aux gains génétiques que l'on peut espérer pour des générations suivantes. Ensuite, les corrélations entre les caractères, ça nous donne des indications sur les relations entre ceux-ci, donc à quel point ils sont expliqués par les mêmes facteurs génétiques ou non. Ça nous indique également si l'amélioration pour un caractère peut avoir un effet sur le gain génétique que l'on peut espérer pour un autre caractère ou d'autres. Finalement, les gains génétiques, c'est les gains qui sont attendus à la suite de la sélection d'individus d'une génération précédente et c'est la finalité en amélioration génétique, donc obtenir des gains pour les caractères d'intérêt. Donc, au niveau des résultats, je vous présente les valeurs d'héritabilité, donc du contrôle génétique au niveau des caractères, des 8 caractères qu'on a étudiés. Donc, pour les caractères de réponse à la sécheresse qui sont entourés en rouge, on voit qu'ils sont contrôlés environ à 20 % par la génétique au niveau de ces 2 sites-là, comparé à environ là, un 40 % pour les caractères plus conventionnels. Oui, c'est ça. Donc, il y a un contrôle génétique d'environ faible à modéré pour les caractères de réponse à la sécheresse comparé à environ modéré là, pour les caractères plus conventionnels. On a seulement pu calculer le caractère de résistance à Watford puisqu'il y a eu une éclaircie à la suite du stress hydrique. Donc, on ne voulait pas que ça influence les 3 autres caractères comprenaient la période de reprise de croissance à la suite de l'éclaircie. Donc, on ne voulait pas mêler plusieurs traitements. Donc, on a seulement calculé la résistance, donc la période avant l'éclaircie.
Donc, ensuite, on a calculé les corrélations entre l'ensemble de nos caractères. Puis, on a trouvé des corrélations qui étaient opposées entre le diamètre à hauteur de poitrine et la résistance à la sécheresse au niveau de ces deux sites-là. Donc, par exemple, à Normandin, la corrélation était négative, ce qui nous indiquait qu'en moyenne, les arbres au diamètre élevé étaient moins résistants à la sécheresse, tandis qu'à Watford, la corrélation était positive, ce qui nous indiquait que les arbres au diamètre élevé étaient plus résistants à la sécheresse. Il y a plusieurs éléments qui différaient entre les deux sites et les deux stress qui pourraient expliquer en partie ces différences-là. Donc, par exemple, les deux sites n'ont pas subi le stress à la même âge. De plus, l'intensité de la sécheresse et le moment de la sécheresse dans la saison de croissance différaient. Donc, ça aurait pu avoir une influence sur l'impact au niveau de la croissance. Puis finalement, les deux sites étaient des champs agricoles qui auraient bien pu différer dans leur drainage. On a également calculé les gains génétiques attendus à partir de plusieurs scénarios de sélection. Un scénario de sélection, essentiellement, c'est la pondération de la sélection en fonction de quelques-uns des caractères qu'on analyse. Puis, notre objectif était de ressortir avec un seul scénario de sélection. Puis, nos critères pour ce scénario-là étaient d'améliorer l'ensemble des caractères, donc obtenir un gain génétique positif pour nos 8 caractères analysés, mais de garder une priorité pour le gain génétique en hauteur. La hauteur est souvent priorisée pour cette espèce-là au Québec puisque c'est facile à mesurer en bas âge. Puis c'est un bon indicateur au niveau des performances générales de l'arbre, puis finalement de la croissance en volume qui est un peu l'essentiel au niveau forestier. Donc, le scénario qu'on a retenu, c'est un scénario qui donnait un poids de 60 pour la hauteur en sélection, puis de 20 respectivement pour la densité du bois et la résistance au stress hydrique. Avec ce scénario-là, on a obtenu un gain génétique pour la hauteur qui était d'environ 12 à Normandin, comparé à un maximum d'environ 13 qui sera obtenu pour la sélection à 100 pour la hauteur. Au site Watford, notre scénario, on obtenait un gain génétique d'environ 9 comparé à 10 qui sera obtenu, encore une fois, à 100 pour la hauteur. Donc, on effectue un léger sacrifice d'environ 1 pour la croissance en hauteur, avec l'intégration de la densité du bois et de la résistance au stress hydrique dans notre sélection. Mais ce léger sacrifice-là nous permet d'obtenir un gain génétique qui est positif pour l'ensemble des autres caractères qui ont autant rapport avec la croissance, la qualité du bois et la réponse à la sécheresse. Donc, petite conclusion, là, au niveau des caractères, au niveau du contrôle génétique, il était de léger à modéré pour la réponse au stress hydrique. On a obtenu des corrélations qui étaient opposées aux deux sites entre les caractères de résistance au stress hydrique puis le diamètre de l'arbre à cause des événements de stress hydrique qui différaient au niveau des deux sites. Malgré ces corrélations opposées-là, on a été capable d'obtenir un seul scénario de sélection au niveau des deux sites qui comprenait la hauteur, la densité du bois et la résistance au stress hydrique. Puis, ça permettait d'améliorer l'ensemble des caractères qu'on a analysés tout en minimisant le sacrifice fait pour la hauteur. Donc, ces résultats-là représentent une étape importante pour la faisabilité de l'intégration de la réponse au stress hydrique dans l'amélioration génétique de l'épinette blanche. Par contre, avec les différences qu'on a fait ressortir au niveau des deux sites, des deux stress hydriques, pour le moment, l'analyse site par site, sécheresse par sécheresse devient quand même très importante là, avant qu'on en comprenne plus au niveau de l'interaction génotype-environnement pour les caractères de réponse à la sécheresse. J'aimerais remercier Génome Canada, Génome Québec et le Centre canadien de la fibre du bois pour avoir supporté cette étude et le réseau de RLQ de m'avoir permis de présenter aujourd'hui. Puis, je suis disponible à répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Oui, bonjour. On va prendre les questions. Si tu parles J'ai une question ici de Jean Bousquet. Sécheresse au printemps ou durant l'été, laquelle amène plus d'effets négatifs sur la croissance? Oui. Donc, au niveau de la croissance des arbres se fait généralement au niveau radial, là, le plus à partir de mi-mai, puis mai-juin, c'est les mois très importants pour la croissance. Donc, une sécheresse en automne n'aura pas vraiment d'effet pour la croissance. Ça va être vraiment plus pour la saison d'après. Donc, c'est vraiment en début d'été pour la croissance que ça va avoir de l'effet sur la croissance radiale. Donc, justement, ce qu'on pense, c'est que
puisque nos deux sécheresses, c'était environ là, en mai, puis pour l'autre site, plus en juin, juillet. Donc, on pense que ça peut avoir eu une influence sur la réponse à la sécheresse au niveau des deux sites. Sinon, je vois à quel âge les arbres deviennent-ils plus tolérants à la sécheresse. Au niveau de la plantation, c'est là que les arbres sont les plus susceptibles au niveau sécheresse parce que leur système racinaire n'est pas encore établi. Puis ça va justement avec la croissance en hauteur, plus les arbres vont croître, ils vont également développer leur système racinaire, puis il va y avoir une meilleure réponse à la sécheresse. Puis c'est ça, là, c'est dès les premières années après la plantation qui sont le plus susceptibles à ça. Moi, j'avais une autre question. Jean-Philippe, Ouais. tu as observé des interactions là, génotype-environnement pour la sécheresse. En général, chez l'épinette blanche, est-ce qu'on observe ça souvent, des interactions génotype-environnement pour les traits de croissance? Oui, dans le fond, justement, la province de Québec est séparée en zones de reboisement là, des semences, de zones de dispersion des semences parce que ce n'est pas les mêmes génotypes à chacun des endroits au Québec qui vont performer le mieux. Donc, justement, le Québec est séparé en zones de reboisement pour pouvoir permettre pour pas que ce soit les mêmes génotypes qui soient considérés justement les plus performants partout. Puis, justement, puis on n'a pas exactement observé de l'interaction environnement. C'est un point qu'on soulève à cause des comportements différents. On n'a pas évalué, puis c'est un peu ça la conclusion, c'est il y a un besoin d'évaluer cette interaction-là pour pouvoir intégrer de manière efficiente là, la réponse à la sécheresse dans les programmes d'amélioration génétique. Parfait, merci Jean-Philippe. Je vois qu'il y a une autre question. Jean-François Côté, y aurait-il moyen d'induire artificiellement un stress hydrique en plantation pour aider à mieux sélectionner les génotypes les plus performants? En plantation, c'est plus difficile, sauf que souvent les études, ils le font en serre. Donc, pour des individus très jeunes, c'est ça que tu peux contrôler justement ton taux d'humidité. Le point négatif, c'est que c'est des individus très jeunes. Là. C'est ça le problème. Sinon, c'est ça, les études, le mieux, ou le plus utilisé, c'est de prendre des stress qui ont été observés au niveau des sites, sauf que ça a le désavantage que un stress strict peut être différent d'un endroit à l'autre pour aux mêmes années. Puis c'est là que ça devient difficile d'élargir nos conclusions pour l'ensemble du territoire. On va prendre encore 2 questions, puis après ça, on va passer à l'autre présentation. Damas Casa, est-ce qu'un indice de sécheresse est la même définition que pour indice d'aridité? Notre indice de sécheresse, on a utilisé un indice le Drought Code, qui est une simulation à partir des précipitations et de la température. Donc, c'est un indice climatique qu'on a pu simuler pour l'ensemble de nos sites. Donc, on aurait pu faire pour l'ensemble du Québec. Ça se fait à partir des stations météorologiques. Donc, ce n'est pas nécessairement un indice d'aridité, mais c'est un indice simulé du taux d'humidité. Sinon, au lieu, je vois pourquoi on n'a pas utilisé la croissance en volume. On a utilisé la croissance en radial, puisque c'est là qu'on avait les données les plus précises. On avait les cernes annuelles, tandis qu'on n'avait pas la croissance la croissance annuelle en hauteur, on ne l'avait pas. On avait juste la hauteur de l'arbre au niveau du mesurage, donc on n'a pas pu avoir les données de volume annuel. Jean-Philippe, est-ce que tu peux répondre à la question de Julie? Ou tu la vois ou je veux que je la lise? Oui, je la vois. Un peu plus de détails sur l'âge de la sécheresse. Donc, si la sécheresse arrive quand l'arbre est plus âgé, est-ce que ce sont les arbres avec une meilleure croissance qui résistent le mieux? Bien, généralement, dans la littérature, ce qu'on va voir, c'est que les arbres avec un bois plus dense vont être plus résistants. Puis les arbres à bois plus dense, ça va être généralement des arbres à croissance réduite. Donc, dans des milieux où justement
l'eau est le facteur limitant. Les arbres vont généralement diminuer leur croissance pour justement éviter la transpiration. Donc, on aurait une meilleure réponse à la sécheresse pour les individus qui seraient généralement un peu moins performants en croissance à hauteur. Par contre, avec nos résultats, là, on a vu que les comportements étaient quand même opposés au niveau des deux sites. C'est là que justement qu'on soulève le point là, qu'au niveau probablement ça doit dépendre des épisodes de sécheresse et de l'environnement. Merci, Jean-Philippe. On va laisser Anne partager son écran. Pendant ce temps-là, moi, je vais la présenter. Donc, Anne Bernard est ingénieure forestière. Elle est présentement étudiante au doctorat sous la direction de Nancy Gélina. Ses intérêts de recherche portent essentiellement sur la gestion intégrée des forêts. Puis, elle est également chargée de cours à l'Université de Moncton et à l'Université Laval et assistante de recherche dans la chaire de leadership en enseignement et en gestion durable des forêts. Elle fait également ses travaux dans le cadre du projet Spruce Up. À toi, Anne. Vous voyez bien ma présentation, là, si je suis en mode présentateur? Oui, on la voit bien. Parfait. Bon, ben bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très contente ce matin de vous présenter une partie des résultats de mon doctorat. Je vous amène complètement ailleurs que Jean-Philippe ou que Rose tout à l'heure. Moi, mon projet s'appelle « Démystifier la gestion intégrée des ressources et du territoire, un acteur à la fois ». Donc, comme le disait Martin, je m'inscris dans le projet Spruce Up, mais plus précisément dans les GELS, donc la génomique et ses aspects éthiques environnementaux. Ici, ça va être plus économique, légaux et sociaux. Moi, c'est plus les trois derniers aspects auxquels je touche dans mon projet. Donc, sans plus tarder, pourquoi travailler sur la gestion intégrée des ressources et du territoire? C'est peut-être une thématique qui est moins connue là, comme ingénieur forestier, on en parle quand même beaucoup parce que c'est un concept en fait qui est vraiment propre au Québec. C'est vraiment une approche de gestion, je vais vous la définir un petit peu plus loin dans la présentation, mais c'est vraiment propre au Québec. Aussi, il y a eu plusieurs projets pilotes dans les années 80 et 90 pour mettre en place, en fait, la gestion intégrée des ressources et du territoire, mais on arrive difficilement à l'heure actuelle de circonscrire vraiment concrètement ce qu'est exactement la GIR. Là, je vais utiliser l'acronyme pour le reste de la présentation. Mais aussi, comme je l'ai mentionné, c'est un concept qui est inscrit légalement dans la loi puis qui vise une utilisation multiple des forêts. Donc, dans le cadre d'une implantation d'une plantation d'arbres génétiquement améliorés, ben normalement, ça passe par la prise en compte de l'ensemble des usages de la forêt. Donc, c'est inscrit dans la loi. Au premier article de notre loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, il est indiqué qu'on doit aménager la forêt en respectant la gestion intégrée. Donc, puis aussi, pour pouvoir mettre en place le concept, il y a des tables d'acteurs, donc les tables de gestion intégrée des ressources et du territoire, qui sont aussi mises en œuvre et qui sont inscrites dans la loi. Donc, pour l'ensemble de ces raisons-là, il m'apparaissait vraiment intéressant de s'intéresser à ce concept-là dans le cadre d'un doctorat. Donc, d'où le sujet de mon doc. Plus précisément, comment on définit la gestion intégrée? Là, j'ai surligné, là, c'est la définition officielle de ce qu'est la gestion intégrée, mais en gros, c'est un processus coopératif qui vise la prise en compte de l'ensemble des acteurs et des gestionnaires sur un territoire forestier. On veut que ce soit un processus qui est continu. Donc, au fil de la planification forestière, on veut s'assurer de prendre en compte l'ensemble des préoccupations des acteurs et leur vision du territoire. Puis, comme il est indiqué en bas, on vise à accroître les bénéfices et les retombées, en fait, qui sont reliées à l'aménagement forestier. Puis, on vise aussi une optimisation du territoire forestier. Il y a beaucoup de choses dans cette définition-là, donc c'est aussi pourquoi je me suis intéressée au concept de gestion intégrée, c'est que pris un à un, ces éléments-là pourraient être des sujets de doc en soi. Donc, pourquoi la gestion intégrée, c'est vraiment la façon dont on gère les forêts? Ben, c'est ça à quoi je me suis intéressée. Puis,
la question de recherche là, à laquelle j'ai essayé de répondre dans mon doc, c'est est-ce que ce concept-là, la GIR, en fait, permet d'atteindre les objectifs que se sont fixés le gouvernement en matière d'utilisation multiple du territoire forestier. Donc, on le sait que la forêt est un milieu qui est en constante évolution, en dynamique. Il y a plusieurs acteurs qui interagissent. Donc, moi, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a intéressée dans mes études. Voici une présentation là, vraiment synthétique là, des objectifs de mon doctorat. Donc, premièrement, j'ai voulu comprendre l'évolution du concept de gestion intégrée, évaluer la perception des maîtres d'œuvre. Ici, les maîtres d'œuvre de la gestion intégrée, ce sont l'ensemble des coordonnateurs dans les ministères et dans les régions qui travaillent à mettre en œuvre la gestion intégrée sur le terrain. Et aujourd'hui, dans le cadre de ma présentation, je vais vraiment me concentrer sur l'objectif 3, qui est d'évaluer la perception des acteurs. Donc, lorsqu'on implante, par exemple, une plantation d'arbres génétiquement améliorés, ben, on va s'intéresser aux acteurs qui concrètement travaillent sur les tables GIR. Donc, en parallèle, on a un autre projet là, qui est en cours pour aller évaluer la perception de ces acteurs-là sur les tables GIR, mais aussi des communautés autochtones. Finalement, je me suis intéressée à la cartographie vraiment de la valeur économique dans un contexte de gestion intégrée. Mais comme je vous dis, ça fera l'objet peut-être d'une autre présentation où vous pourrez suivre mes travaux pour voir un peu ces résultats-là. Donc, la perception des acteurs, pourquoi on s'est intéressé à cet aspect-là dans le cadre de mon doctorat, c'est que la gestion intégrée, les tables de gestion intégrée ont mauvaise presse au Québec. On suppose ou on entend beaucoup que c'est un outil qui fonctionne pas bien. Donc, j'ai tenté de répondre à la question suivante. Il y a plusieurs critiques associées aux tables GIR. Est-ce que ça vient vraiment du dysfonctionnement de l'outil? Ou bien ça vient plutôt d'un décalage des attentes entre les acteurs. Parce que je vais vous les présenter, ces acteurs-là qui siègent au tables GIR. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y assister, il y a quand même une diversité d'intervenants. Donc, voici les acteurs qui sont inscrits, dans le fond, dans l'article 55 de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Ce sont les acteurs qui siègent normalement à ces tables-là. Dans une région, si on réalise qu'il y a des acteurs qui devraient avoir voix au chapitre puis aussi siéger, c'est possible d'en faire la demande qui doit être faite déposer directement au ministre. Mais il y a plusieurs acteurs qui peuvent être ajoutés. Donc, ça vous donne une idée là, de la diversité des interactions et la diversité aussi des préoccupations des acteurs. On passe des communautés autochtones, les municipalités, l'ensemble des acteurs fauniques sur le territoire, bien sûr les industriels, les exploitants de permis acéricoles. Bref, il y a vraiment une diversité de préoccupations qui sont discutées autour de ces tables-là. Voici ici une répartition, en fait, pour vous donner une idée à l'échelle du Québec. Bien entendu, les tables GIR sont réparties sur l'ensemble du territoire public du Québec. Donc, ça, c'est des résultats qui dataient de 2018. Là, il y a eu certaines fusions parce qu'il y a certaines unités d'aménagement qui ont été fusionnées. Donc, il y a maintenant un petit peu moins que 34 tables GIR et peut-être un petit peu moins que 700 membres. Mais ça vous donne une bonne idée comment sont réparties ces tables-là. En gros, le gros chiffre présente le nombre de tables par région. Le petit chiffre en dessous, c'est le nombre d'acteurs qui siègent à ces tables-là. Et ensuite, c'est la répartition en fonction des catégories d'acteurs, en fait. Ce qu'on voit, là, si je vous donne un exemple, ici, comme en Outaouais, c'est une table avec 27 personnes. Donc, la mission d'une table GIR, c'est de faire des recommandations au ministère pour prendre en compte l'ensemble des préoccupations des acteurs. Quand on est 27 à travailler, ça peut devenir compliqué, je vous l'affirme. Ainsi, ce que j'ai fait, j'ai mené un sondage auprès de l'ensemble qui a été envoyé à tous les membres des tables GIR. Puis il était divisé en 4 parties parce qu'on essayait de comprendre justement pour répondre à la question de recherche, là, de comprendre le fonctionnement des tables GIR. Donc, c'était plutôt des énoncés et non des questions sur lesquelles les participants devaient se prononcer sur une échelle de Likert allant de totalement en accord à totalement en désaccord. On s'intéressait, comme je l'ai dit, au fonctionnement des tables GIR, aux communications, aux travaux qui ont cours sur les tables et à la participation individuelle des acteurs, des représentants.
Donc, en termes de représentativité, on a quand même, on a eu 173 répondants, qui est quand même non négligeable. J'attire votre attention sur les différentes catégories d'acteurs, en fait, sur communauté. On voit qu'il y a un décalage. La catégorie communauté est propre au nord du Québec, en fait, où il y a les communautés CRI. Et je sais pas si vous avez noté tout à l'heure, mais c'est là où il y a le plus de TABGIR, mais c'est là aussi où les TABGIR fonctionnent le moins. En fait, on a eu quasiment pas de répondants ce qu'on se rend compte, en fait, ultimement, en parlant aussi avec les professionnels du ministère, c'est que ces tables-là, c'est peut-être pas l'outil, le véhicule le plus adapté pour les communautés CRI puis faire de l'aménagement intégré dans le nord du Québec. Ensuite, en ce qui concerne la répartition, ben la répartition régionale, en fait, des répondants, on a quand même une bonne répartition. Encore une fois, c'est le nord du Québec qui posait problème. Là, c'était pour vous montrer des graphiques parce que je parlais à des gens qui connaissent les graphiques, mais mes résultats, c'est beaucoup plus de l'analyse qualitative. Donc, en gros, ce qu'on a observé des résultats, premièrement, en termes de communication, ce qu'on réalise, c'est que sur les tables GIR, le partage de l'information se fait dans un climat de respect. Vraiment, ça, c'était unanime. Là. C'est quand même une ambiance où il y a possibilité de liberté d'expression. Ça va relativement bien de ce côté-là. Ce qui est plutôt un enjeu, c'est l'utilisation de terminologie assez complexe pour, comme je vous l'ai présenté, il y a vraiment une diversité d'acteurs, donc certains qui sont complètement néophytes en matière de connaissances forestières. Donc, l'adaptation du langage et de l'utilisation de la terminologie est nécessaire. Ce qui est le plus gros enjeu, c'est vraiment sur le fonctionnement des TABGIR. En termes de logistique, ça va relativement bien. C'est pas là où le bas blesse, là. Vraiment, où c'est un enjeu, c'est par quel axe on prend, en fait, la gestion ou la prise en compte des enjeux. De prime abord, on s'intéresse à l'approvisionnement en bois. Donc, l'ensemble des autres enjeux qui sont fauniques, qui soient en lien avec culturel, spirituel, généralement, ils sont peu ou moins pris en compte si on ne parle pas de l'approvisionnement en bois. Donc ça, c'est un enjeu important puis qui doit être soulevé parce que si on se rappelle de la définition, au départ, c'est vraiment de prendre en compte l'ensemble des intérêts des acteurs. Et là, ce qu'on réalise avec les résultats, c'est qu'on n'y arrive pas. Il y a aussi un grand décalage entre les acteurs, comme je vous le disais, certains qui sont bénévoles pour des organismes à but non lucratif par rapport à des industriels que la participation au TABGIR, ça fait partie de leur mandat. Finalement, ceci étant dit, quand on a questionné les participants sur leur participation individuelle, on leur a posé la question, si vous aviez l'option de vous retirer des TABGIR, le feriez-vous? Ben ça, c'était unanime. Là. Les gens veulent continuer quand même de participer au TABGIR. On n'atteint pas nécessairement les objectifs, mais en termes de participation, s'ils avaient l'occasion de se retirer, personne ne le ferait. Donc ça, c'est quand même un bon point. Puis ultimement, sur les travaux, ben un des enjeux principaux, c'est le processus décisionnel qui est vraiment très, très lourd, très fastidieux. On n'arrive pas à avoir des résultats concrets pour les acteurs. Puis, encore une fois, il y avait l'aspect de la transparence par rapport au ministère qui était énoncé là, dans les résultats. Donc, ça, en gros, c'est ce qui est ressorti de l'étude. Là. Je vous synthétise ça. Donc, en conclusion, ce qu'on réalise, c'est que la gestion intégrée, c'est vraiment un concept unique au Québec. Quand on analyse les résultats, le problème, c'est pas nécessairement les TABGIR en soi qui sont un problème, mais c'est vraiment la déconnexion entre les attentes des participants, puis ce qu'on leur propose, leur participation concrète à cet outil-là, puis vraiment leur contribution à la planification forestière. Donc, quand on a à discuter avec eux de plantations à améliorer, pour certains acteurs, c'est vraiment tellement loin de leurs enjeux. Les enjeux proprement forestiers, c'est vraiment réservé à vraiment les ingénieurs forestiers qui travaillent à la planification. Donc, c'est un outil qui permet, par contre, vraiment une bonne cohabitation. C'est pas parfait, comme je l'ai dit, mais c'est mieux que rien. On a quand même réussi à développer des liens entre les acteurs, puis c'est là-dessus qu'on doit plancher, puis c'est là-dessus qu'on doit continuer à travailler.
Donc, je vous remercie de votre attention. Puis, si vous avez des questions, je vous mets aussi à la fin là, les autres objectifs là, que j'ai pas pu couvrir aujourd'hui. Donc, mes travaux sont disponibles si vous voulez y avoir accès. Donc, je vous laisserai la parole pour me poser des questions. Oui, bonjour, est-ce qu'il y a des questions? Je ne la vois pas. Martin, j'en aurais une s'il n'y a pas de questions de... Oui, vas-y, Nelson. Oui, donc merci beaucoup, Anne. J'ai noté au tout début, là, tu disais que la gestion intégrée des ressources et du territoire est un concept assez unique au Québec. D'après ce que tu connais et ce que tu as lu, qu'est-ce qui s'en rapproche le plus ailleurs dans les autres juridictions canadiennes, ou est-ce que c'est vraiment très différent et il n'y a rien finalement qui peut s'en rapprocher? Merci. Ben, en fait, dans la loi, là, ce qui est inscrit dans la loi, c'est vraiment unique d'avoir inscrit l'utilisation multiple des ressources forestières dans la loi. Il y a d'autres véhicules de participation publique qui existent. Ça, c'est clair qu'on n'est pas les champions, je pense, en termes d'intégration des autres acteurs, mais c'est aussi un outil qui doit, là, on essaie de le prendre à une échelle nationale, mais c'est localement aussi. Tu sais, il y a des expertises, comme je disais, qui datent des années 80-90, en essayant de proposer quelque chose à l'ensemble de la province. On a aussi coupé, en fait, dans des initiatives locales de l'époque, puis à chaque fois, on reconstruit des nouveaux outils de participation publique. Donc ça, c'est un enjeu parce qu'à chaque fois, il faut reconstruire la confiance, puis comme je le disais, les enjeux passent là maintenant, ben, c'est uniquement par l'approvisionnement en bois. Ça, ben ailleurs, il y a des initiatives qui existent, là, je pense notamment aux États-Unis, je pense notamment en Europe, mais ça va être sur des projets très ciblés, circonscrits sur un territoire. Donc, c'est pour ça que je mentionne que c'est vraiment un concept unique au Québec, puis on doit plancher là-dessus parce que en parlant des collègues français, c'est vraiment, c'est pas développé partout non plus là, d'instaurer vraiment une forme d'institutionnalisation de la participation publique telle qu'on le fait via l'étape GIR. Un gros merci. On va passer à une autre question. Puis le temps passe vite, là, fait qu'on va se limiter à une question. Julie Godbout demande est-ce que tu pourrais donner des exemples de termes qui sont problématiques, qui ne sont pas compris de la même façon par différents acteurs? Oui, ben justement, si je pense à la prise en compte, là, genre, on va rester dans la génomique, là, mais disons la plantation d'arbres génétiquement améliorés, ben ça, il y a quand même besoin d'avoir une préparation pour les acteurs. Là, on le voit, là, on va lancer un projet avec les communautés autochtones, ben il y a quand même certains aspects, ça serait trop je pense qu'il y a tellement d'exemples, ça dépend tellement des régions, là, des problématiques qui peuvent être en lien avec la prise en compte, je vais en sortir un, là, la prise en compte des enjeux fauniques dans la planification forestière. Ben, si les enjeux fauniques viennent nuire à l'approvisionnement en bois, clairement, ça passera pas comme recommandation. Ou en tout cas difficilement. Là, surtout si on essaie d'aller à une échelle stratégique. Je sais pas si je réponds à la question de Julie, là, mais on pourra en rediscuter là, ou m'écrire un courriel directement. Là, Oui, d'ailleurs, Anne, tu as plusieurs questions, fait que je vais t'inviter à en prendre connaissance, peut-être à répondre aux gens là, tantôt via le chat. Merci. Parfait, merci. Donc, pendant que je présente Rose Guyson, Rose va partager son écran. Donc, Rose she is a biologist from Netherlands, and therefore she will present in English. She holds master degrees in plant breeding and bioinformatics. She did one of her master in the Netherlands at University of Wageningen and one at University of Guelph. Currently, she's a PhD candidate at Laval University under the supervision of Ilga Port.
in the project to study the genome of Populus tremuloides for local adaptation, climate, and soil. You can go, Rose. Thank you very much for giving me the opportunity to share my project. So my project is about understanding the adaptive capacity of forest species for climate change from the standpoint of Populus tremuloides, a keystone North American tree. Populus tremuloides, also known as aspen, is one of the most widely distributed North American tree species, covering Canada, the United States, and Mexico. It also occurs in a wide variety of environments and even in environmental extremes, such as mountainous regions or dry system environments. Even though the wide distribution range shows the species' high adaptability, a recent decline has been observed, which has been thought to be caused due to an increase in drought periods. Next to this, Populus tremuloides can reproduce asexually through clonal reproduction as well as through seed. Moreover, there is a natural occurrence of triploid individuals next to more commonly observed diploidy. These aspects, clonality and triploidy, often co-occur. Actually, most triploidy and largest clones have been observed in the western of the United States, which can be seen here in this study from 2012. So this study looked at the triploid distribution among the northern distribution of the species. And as you can see, most triplets occur in the western United States and a few in the prairie provinces, which has been linked to more dry and warm environments. Even though these triplets can have advantageous effects under certain conditions, they often thus reproduce clonally and could therefore be actually also more vulnerable to abiotic stresses and pathogen attacks. Due to climate change, climate suitability zones are expected to shift northwards by hundreds of kilometers by the end of the century, as you can see here for aspen. So on the left, we see the current climate suitability zone for aspen, while on the right, we see that the climate suitability zone has shifted northwards by hundreds of kilometers. Species can deal with these changes by either using phenotypic plasticity, migrating, adapting, or they face the probability of extinction. However, these climate zones are often shifting northwards faster than the ability of these species to migrate, and phenotypic plasticity alone is not enough. Therefore, these species have to adapt or they face extinction. So it's therefore essential to understand the ability of these tree species to persist during climate change. This is also known as a species adaptive capacity. Aspen is an excellent species to study this adaptive capacity because of its wide distribution range. The goal of my study is to identify the genetic mechanisms that are involved in the adaptive capacity of aspen across the entire range. Two important aspects in understanding a species' adaptive capacity are their genetic makeup and phenotypic plasticity. And therefore, my main objectives are to first assess the genetic makeups using a genomics approach, and second, to test for the phenotypic plasticity using common garden experiments. We used genotype by sequencing data for 1,375 aspen individuals. And after SNP calling and filtering, we obtained 40,000 SNPs and 1,072 individuals. I will go through my few analyses that I did, mainly global structure. I will give an example of substructure that I found, and ploidy and clonality assessment among the entire range. We found in total 4 global clusters. So I found the Northeast North American cluster in red, a Northwest North American cluster in blue, a Western US cluster that we see here in green, and a Mexican cluster that is fully novel and has not been studied before in yellow. The Western US cluster is congruent with what was found in previous studies, while previous studies identified only a single northern cluster instead of 2 separate ones. However, we have larger sample sizes and more populations, which could explain why we found more 2 clusters instead of 1. I'll now go through an example of substructure that I identified using spatial PCA in the Northeast North American cluster that's like encircled in black here on the map. So this plot basically shows that samples that have a similar color are genetically more similar. So the samples that are here more bluish are genetically more similar to each other,
while the samples that are more reddish are also genetically more similar to each other. Oh. The pattern that we see here has been found in several other species, and can be explained by the presence of multiple glacial refugia during the last glaciation. We think that there was a more western refugia that is indicated with this star, and a more eastern refugia that's indicated with this star, and that post-glacial expansion happens from a more like southern part and a more northern part. We aim to study this more in detail in future. Hereafter, I determined ploidy among all my individuals using a custom script that is based on the ratio of number of reads that map to a SNP. So here I plotted the calculated ratio per individual. And as I expected, there are two groups that we see. So two peaks in the plot. The left peak represents all the diploid individuals, while the right peak represents all the triploid individuals. At the start, we also knew the ploidy of around 100 samples because they were assessed by flow cytometry in a previous study. And these samples I showed here in cyan are known diploids, and in purple they are known triploids. So you can see that all the samples cluster as they expect, except this one purple dot, but it could be due to numerous reasons such as mislabeling or perhaps a faulty assignment in the flow cytometry. So in total, we identified 959 diploid individuals and 113 triploid individuals. Hereafter, I identified clones in the program GenoDive. This program can handle mixed ploidy samples, so that's why I chose to work with this. Using the infinite allele model and the specific thresholds, I identified 694 clones out of 1,072 samples. And it's important to note that when I talk about clones here, I talk about unique genotypes. I'll now give a summary of the number of clones and unique genotypes and ploidy states per cluster. So in the first column, we see the name of the cluster, and the row corresponds, the color corresponds to the color on the map. So in the second column, we see the total number of individuals. Hereafter, we see the percentage of unique genotypes per cluster, the percentage of unique triploid genotypes, and the percentage of unique diploid genotypes. We can see that the two northern clusters have a similar number of unique genotypes, while the Western US and the Mexican cluster have way lower numbers. We have to state that there was a difference in sampling strategy, so the number might be slightly biased, but we see a trend towards having more clonal reproduction in more drier and warmer environments. Moreover, this is confirmed by population statistics that I will talk about later. We see that most triploid unique genotypes occur in the Western US cluster, followed by the Mexican cluster and the Northwest North America cluster. While there's hardly any triploids in the Northeast North America cluster. This again confirms with the idea that there's more triploidy in warmer and drier environments. I confirmed this by plotting the correlation of triploids per population, so the ratio of triploids per population against the annual heat moisture index, which is based on the mean annual temperature and mean annual precipitation, as well as to the summer heat moisture index, which is based on the mean warmest temperature of the mean warmest month temperature and the May to September precipitation. The higher the index, the more warmer and drier an environment is. So you can see that there's a significant correlation of having more triploids per population against higher indexes, so more warmer and drier environments. Moreover, I'll talk about the population statistics and the FST between clusters. We can see that the FST, so the divergence between the two northern clusters that is indicated here, is very low. We think this is because we think that the western cluster during the last glaciation actually, it was like the same refugia as the eastern cluster. So after glaciation, the expansion happened from east towards the west. Moreover, we see that the Western and Mexican clusters have higher divergence, which is also in line with what is known about glacial history. So during the last glaciation, refugia were in the lower parts of the Western US, as well as a stable habitat that was in mountain regions in Mexico.
As I said before, there is we think there's more clonal reproduction in the Western US and Mexico, which we can also see here. There is lower observed heterozygosity. So because of longer generation times, this could have lowered this observed heterozygosity because there would be less crossover events. And in all cases, we see that observed heterozygosity is lower than the expected heterozygosity. Lastly, I will just talk briefly about my phenotypic plasticity experiment. So I performed a germination experiment with populations from Utah and Quebec under different temperature and drought regimes. The most striking result was that under drought, there was less germination for Utah genotypes in comparison to Quebec genotypes, which could be a seed survival strategy under drought to reduce mortality of seedlings for drought episodes. Moreover, in future, we plan to perform a common garden experiment with populations from each of the clusters. So to conclude, I identified 4 major clusters, including a novel cluster in Mexico. We performed fine-scale substructure and identified this in several clusters. We see more clonal reproduction and triploid occurrence in clusters with warmer and drier environments. Altogether, the biogeography and genetic mechanisms in place in Aspen will help forecasting future genomic vulnerability under climate change. Thank you very much for listening, and I'm pleased to answer your questions. I'll also be presenting at the CFGA conference tomorrow. In case there's too many questions, you can ask them there too. Thank you, Rose. Rose, I have one question. Many people are not familiar with population genetics. Could you explain briefly what FST mean? It's basically a divergence measure between the clusters. Okay, thank you. So a big question from Jean. You showed a map of a northward distribution shift of the species. If it's is to stay in is optimal ecological niche. Given that your FST analysis show that much of the species genetics diversity can be found in the local population, would that mean that giving strong natural selection related to climate change, a local population will have ignogenetic diversity to genetically adapt after 1 generation? Or do we really need to move population to their optimal conditions? Okay. I think considering that Aspen is also it can reproduce sexually and the seeds can travel very long distances, they might be able to track their current zone for like a certain range. However, I think this shift is too large to actually track. But I think we would really also need to perform like greenhouse experiments to really test their like how they react in more dry environments, for instance, to get more insights in this aspect. Okay, we have a good comment from Julie Godbout. She said that it's a very nice presentation, and she also had a question. So could the higher number of triploid in the drier environment could be related to clonal reproduction? Yeah, definitely. We think that because there are triplets, they might have a tendency to reproduce clonally because it might be more difficult for them to reproduce through seed. Although it is interesting to note that we did identify a few triplets that were actually mother trees, and we used these in the germination experiments. However, we did not identify any difference in germination between these triploid and diploid tree. Okay, thank you, Rose. So we have completed our hour. I will let the conclusion to Patrick and. Oui, ben, thank you. Merci Rose, merci Martin.
Un grand merci à Martin Perron et aux 3 présentateurs. C'est la première fois qu'on finit à 11 heures, donc très bon planning. Donc, merci à tous les participants. Et puis, je voulais vous rappeler que ce webinaire sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Donc, vous trouverez le lien sur le site internet du 2RLQ dans la catégorie webinaire thématique. Et pour votre information, le prochain webinaire du 2RLQ est programmé pour le 21 juin prochain à 10 heures. Il portera sur le thème de la valorisation des matières résiduelles fertilisantes et sur la séquestration du carbone. Il sera animé par Roch Ouimet, qui est chercheur au sein du service de la génétique, de la reproduction et de l'écologie à la direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et nous aurons l'intervention de 3 chercheurs. Patrick Faubert, donc, qui est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, et qui nous parlera de la valorisation des biosolides de papetière comme une des solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'approche de l'écologie industrielle. On aura aussi Jolène Arsenault, professionnelle de recherche à Valorès, qui est un institut de recherche en sciences appliquées situé au Nouveau-Brunswick, et qui nous parlera du rôle des amendements en cendres dans la fertilité du sol, la croissance et le statut nutritionnel de l'érable à sucre. Et enfin, Roch, qui viendra nous parler du potentiel des biosolides municipaux comme matière résiduelle fertilisante de gros potentiel pour les plantations forestières. Donc, sur ce, un grand merci et puis à bientôt en espérant vous retrouver en juin prochain. Merci à tous. Au revoir.